Installe-toi. Ouais. Et puis tu sais, je crois que c'est l'histoire d'égalité entre les hommes et les femmes, ça dépasse l'entreprise, c'est une partie pour l'entreprise. Mais c'est la société qui est là, en fait. Donc, Oui. tu peux toujours y aller. Hein. C'est encore les gamines qu'on enverra plutôt, tu sais, faire des études littéraires plutôt que les garçons qui vont faire les scientifiques. Ouais, pas une vie très simple. Oui. Si c'est simple le monde, on l'aurait déjà arrangé, tu sais. Fais-moi confiance. Je te l'aurais déjà arrangé si c'était simple ce monde-là. Bon, t'as ta caméra, ça va bien? Et je rapproche pour avoir un meilleur son. Ok, je vais essayer de passer un petit peu avec mes conneries là. Voilà. Parce que moi, on m'entend. On t'entend bien? Ah oui. Moi, on m'entend. On m'entend. Allô? Ah. La 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 la. Je suis dans un tunnel. Je vais te faire des arpèges. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, donc on a fini sur les problèmes de l'égalité de rémunération homme-femme. Yes. On va essayer de développer un peu tout ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire les harcèlements, les risques psychosociaux, les enquêtes accidents du travail, je crois qu'on n'a pas fait. Oui. Notre présence dans les CHS, On c'était... a parlé un tout petit peu, mais oui, oui. Ouais. Et puis peut-être aussi des entraves. Entrave. Délit d'entrave, et parler peut-être aussi des licenciements de salariés protégés. Mais enfin, bon, peut-être qu'on n'aura pas trop le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu Bah écoute, c'est les protéger. tu veux commencer par ça? Ah non, non, mais je... Non, comme tu veux. C'est plus qu'il faut aller chercher les souvenirs. Donc. Oui. Ouais. Donc, bah, tu as peut-être plus de répondants sur les harcèlements, alors, le harcèlement moral. Le harcèlement moral. L'évolution, après le risque psychosociaux, et puis le harcèlement sexuel, qui est arrivé Plus tard, oui. plus tard. Oui, oui, oui. Ça, enfin, la partie harcèlement moral, harcèlement, les risques psychosociaux, j'ai appelé ça un petit peu les maladies tertiaires. Tu sais, pour moi, c'est arrivé, et ça a pris du relief avec le monde tertiaire, le monde des gens derrière les micros, des bureaux, des commerciaux agressifs, sous pression de leur hiérarchie. C'est une sorte de monde moderne tertiaire. Et c'était pas des choses faciles à aborder parce que soit tu vois les arriver sur le domaine de la plainte individuelle, tiens, je suis harcelé, machin, et là, l'inspecteur du travail dans les cas individuels, il mettait très bon. Je mettais très bon. Il fallait en plus, parce que nous, notre marche à nous, notre arme, c'est le procès verbal. Le procès verbal, il faut des constatations. Les histoires de harcèlement ne laissaient pas beaucoup de place à la constatation. C'était plutôt les gens qui étaient assez bien renseignés, assez bien instruits, ou assez bien calés, pour petit peu, tous les jours, ramasser les petites choses, les mails, les machins, pour pouvoir un jour dire, j'ai le dossier, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et de l'autre côté, ce qui était les risques psychosociaux au sens global de ce que j'appelais donc ces grosses entités tertiaires, c'était essentiellement les CHSCT. Je crois que c'est un petit peu pour ça qu'ils ont été... Enfin, pour ça. C'est un peu ça, le principal de ce qu'on a puni, entre guillemets, en effaçant, en éliminant les CHSCT en 2017. C'était la capacité qui commençait à devenir intéressante, les CHSCT, de porter en justice, si tu veux, des problématiques importantes. Hein. Je pense à benchmarking, des choses comme ça, tu sais, les héros. Et ça a coupé un élan phénoménal, parce que ces phénomènes-là, il fallait les prendre de l'intérieur de l'entreprise, si tu veux, avec un CHSCT qui tenait la route, qui donnait les moyens d'eux. Toi, quand t'arrivais, tu avais des petites bribes, et tu n'avais pas non plus là de quoi ramasser, tu pouvais aider. Le support, CHSCT, mais il fallait que de l'intérieur, ça monte. Tu vois. Et si tu n'étais pas guidé de l'intérieur, tu ne faisais pas grand-chose. Et c'était les CHSCT qui avaient ça, pour moi, dans ce que j'ai vu. C'était les CHSCT intéressants qui étaient les premiers, et on avait des affaires en justice, la Cour de cassation avait statué là-dessus, où les CHSCT étaient arrivés devant le juge en disant, regardez, on a des risques psychosociaux, regardez ce qu'on fait avec des gens commerciaux, lorsqu'ils ne rapportent pas ce qu'il faut, etc. On avait le président
inique et unique, j'allais dire quasiment de France Télécom, tout le monde, hein, à l'époque. Hein. Mais tu y as participé, toi? T'avais fait des constats à l'époque? j'avais un collègue à côté de moi qui débutait et qui avait, lui, un établissement de France Télécom à l'époque. C'est sur Gentilly, Arcueil. Sur Arcueil. Et donc là, à travers lui, si tu veux, j'ai vu pas mal de choses à l'époque, y compris des gens qui ont écrit des bouquins après là-dessus. Mais le résultat plausible en tant que tel, en sens immédiat du terme, était pour nous, enfin pour ce que j'ai vu à l'inspection du travail, pas un résultat à nous, c'était plutôt le résultat de ce qu'on avait pu apporter comme logistique à un salarié pris individuellement ou à un CHSCT au sens collectif pour porter des choses qui devaient venir d'une telle entreprise. Tu vois, et que toi tu ne pouvais pas aller ramasser en disant je vais faire des constats à droite à gauche. Bon. Et avec certaines connivences, tu pouvais aussi aller ramasser 2-3 choses intéressantes pour les diffuser, etc. Mais c'était limité, moi j'ai trouvé ça, enfin moi j'étais relativement limité dans ce que je voyais, jusqu'à essayer de faire les choses. À part si j'avais des complices à l'intérieur de l'entreprise, tu vois, et assez au point pour jouer bien. Ouais. Et ça c'est la maladie du tertiaire, j'ai vu ça comme ça. À l'usine on ne parlait pas de harcèlement. Le contremaître te foutait dans la figure et puis voilà. Hein. Oui, enfin, c'est le tertiaire large, hein, c'est-à-dire toutes les prestations. Oui, toutes les prestataires. On est devenu une société de service. Voilà, chez Leclerc ou... Absolument, j'allais dire même la caissière de supermarché, ce qui est pas se ramasser dans la figure tous les jours, oui, absolument. Hein. C'est ce tertiaire. Voilà. Hein, ce tertiaire. C'est pas que l'administratif. Non. Et une société moderne, c'est pas seulement l'administratif, c'est le commercial. C'est les sociétés qui ont des commerciaux individuels, agressés, cadrés, à qui on demande des comptes tous les jours. C'est ça, mais ça peut être ta caissière du Leclerc, effectivement, qui prend dans la figure. Et c'est parce que pour moi, c'est le propre des organisations de services où l'essentiel, c'est la main-d'œuvre, c'est plus la machine, etc. Et donc, dans ces organisations, très vite, on fait pression sur les gens. On a en plus des instruments très modernes maintenant pour faire pression, pour les contrôler, pour savoir ce qu'ils font pas. Et donc tout ça, quand ils mélangeaient, ça devenait quelque chose qui pouvait dévier complètement et mettre les gens sous une pression inacceptable. Oui, c'est clair. Mais c'est pour moi du tertiaire. C'est tout ce qui est service. C'est des centres d'appel. Voilà, où tu réponds, etc. Et puis tu as quelqu'un qui attend de compter combien de temps tu mets, machin. Tu sais, tu vois, et le service, donc la partie personnelle, c'est essentiellement du personnel, et la partie moyen, technique, moderne qui permet de contrôler tout ça. Et ça, c'est ce qui aboutissait, pour moi, tu sais, à des situations qui étaient inacceptables, qui étaient visées par la loi comme étant des délits graves, etc. Mais qu'on avait beaucoup de difficultés, si tu veux, à caler nous directement. En tant que tel. Oui. Ou alors il fallait prendre une petite entité, un petit service. Absolument, et bien cibler là-dessus, avoir des complices qui te disaient regardez là-bas. Oui, moi j'étais tombé sur un service où il y avait beaucoup plus d'arrêts maladie que les autres services. J'étais dans une banque. Donc c'était une banque de 1600 personnes et j'étais dans un service où il y avait 47 personnes. Et là il y avait beaucoup plus d'arrêts maladie. On t'y fait cibler là-dessus. Voilà. Mais et c'était souvent compliqué parce que, mais c'est pas seulement pour cette matière-là. Il y en a d'autres sur lesquelles, c'est difficile de dire aux gens, de leur expliquer qu'ils n'avaient pas intérêt. C'est sur moi qui fasse une enquête, machin, parce que j'allais être en difficulté sur les constats, que mon PV serait compliqué parce qu'il doit faire foi jusqu'à preuve du contraire. Il faut prouver. Moi, il faut que je prouve. Alors que la loi avait été faite intelligemment sur la partie civile des choses. Elle permettait d'établir des faits et de mettre à la charge de l'autre la preuve du contraire. Tu vois. Donc la plupart du temps, c'était beaucoup plus performant d'aller faire son procès au plan civil plutôt que de le faire au plan pénal. Et parce qu'il y avait beaucoup plus de chances de succès à cause de ça, à cause du fait que la démonstration reposait essentiellement sur l'autre, dès lors que tu pouvais montrer qu'il y avait des faits. Donc c'est toujours la réalité pour toi, il faut toujours aller plutôt au civil qu'au pénal. Sur ces affaires-là, souvent oui. Parce que, j'ai été au pénal aussi, mais parce que j'avais le dossier Cador béton, l'employeur avait été maladroit au point que, voilà, là vous pouvez y aller, il n'y a pas photo, tu peux y aller. Mais la plupart du temps, ces affaires-là se présentent sur des circonstances où tu n'as pas la possibilité de faire des constats parfaits, carrés, qui vont devant le juge pénal, tenir la route sans problème. Parce que là, c'est à toi de faire la preuve. Enfin, c'est le procureur, mais c'est ton PV qui fait la preuve. Il doit faire la preuve, là. Alors que de l'autre côté, c'était quand même beaucoup plus facile de dire « Attendez, moi je vous établis qu'il y avait 100 personnes qui devaient passer de l'autre côté, qu'il n'y en avait que 80 qui sont passées, et que dans les 20 qui manquent, il y a les mecs de FO ou de la CGT. Qu'est-ce que vous me dites ?» Et c'est à l'autre de prouver que c'est étranger, qu'il n'y a pas de discrimination. C'est pas à toi de démontrer que c'est discriminatoire.
c'était quand même plus facile. Alors, j'ai eu quand même quelques mecs de syndicats qui sont venus me voir après coup, me disant vous avez raison, c'était quand même plus facile. Bah oui, parce que si tu veux, mais toi tu viens toujours te dire, bah, je viens chercher la bombe atomique, le PV de l'inspecteur du travail, c'est tellement plus facile. Mais dans ces matières-là, c'était pas forcément le plus performant. Il fallait avoir une situation tellement claire qu'elle était rare, du coup, elle était rare. Et au contraire, si tu avais un bon dossier bien monté, tu pouvais c'était l'entreprise était en difficulté après pour démontrer devant le juge que c'était tout à fait étranger tout ça, une situation de discrimination ou de harcèlement. Non, c'était. Enfin, il fallait souvent être très persuasif, expliquer aux gens très longtemps pour qu'ils comprennent que la meilleure stratégie c'était là. Bon, alors les experts de CSE ou de comité d'entreprise qui théoriquement étaient souvent convoqués pour faire ce genre d'expertise, on a vu des choses intéressantes. Sur les histoires de harcèlement, oui, j'ai pu voir des choses. J'ai eu des employeurs faire quasiment. J'en ai vu un par exemple faire appeler un cabinet extérieur même, d'expertise là-dessus, le faire venir sur 2 jours pour interroger 48 personnes anonymement, faire une synthèse de nature à montrer ce qui se passait dans l'établissement par rapport à la direction, au directeur. Et le truc, le directeur a un mandat. les 48 auditions, ils avaient fait une synthèse anonyme et tout. Enfin, faisaient une démonstration parfaite qu'il y avait un problème. Tu vois, mais ils avaient pris un peu le taureau par l'école hein, pour montrer que machin. Ils avaient fait appel à un cabinet qui a fait bon boulot, il avait pris le temps. Ouais. Ça existe, qu'il y a eu des choses intéressantes là-dessus. Après, dans beaucoup de cas, l'expertise, si elle n'était pas une expertise offensive, on va dire, parce qu'elle était déjà préparée, on savait qu'il y avait des choses. Si c'était pas ça, souvent, comme les actions des salariés de leur syndicat, arriver, si tu veux, sans trop de préparation, t'arrivais, ben ça se terminait par « oh, il y a un problème de mésentente, on s'entend pas très bien, ouais, ça, bon, voilà. » Et donc, à ne pas arriver à montrer véritablement qu'il y avait quelque chose de plus compliqué et de plus embêtant. Et moi, les meilleures affaires que j'ai vues aboutir là-dessus, c'est ça, celles qui étaient préparées. On savait qu'il y avait ça, on les préparait, puis le jour d'expertise, on commençait à dire « il y a ça, oui. » Sinon, autrement, ben, ça se termine, comme c'est une communauté humaine qui est en cause, ça se termine par des difficultés de relations, par des choses qui sont pas tout à fait normales. Là, c'était du harcèlement moral par un chef sur... Oui, c'était enfin, on avait une directrice, c'était un chef faillant, on va dire, au sens pas beau du terme, tu vois, qui arrivait, qui embêtait. Enfin, on avait des scènes pas sympas du tout. C'était dans un EHPAD, donc c'est pour dire que c'était déjà avant l'actualité, tu sais. mais c'était quelqu'un qui était très, trop autoritaire, donc du coup, ça volait des choses, mais incroyables. Et donc, ça pouvait être très utile, ces expertises. Et c'est CHSCT qui investissait, qui faisait venir des experts, qui étaient les plus performants. Mais comme toutes les affaires, les expertises, le mieux c'est un petit peu préparé avant. En douce, que tu aies déjà un certain nombre d'éléments déjà tout prêts, parce que le jour d'expérience, on tombe sur des choses, bah oui. Autrement, si tu n'avais pas préparé, t'arrivais, et puis oui, on entend, mais t'arrivais souvent à cette conclusion qui arrangeait bien l'entreprise aussi, parce qu'il bon, il y a un problème, mais oui, mais c'est pas aussi grave que ça, et c'est pas aussi important que ça, c'est pas ce qu'on imagine. Oui, il y a souvent un soutien de l'employeur. Ça pouvait très facilement se transformer en soutien, malgré la bonne foi des gens, à la limite, parce que t'arrivais, ben oui, si tu trouvais pas d'éléments vraiment à dire, en tant que tel, bah, qu'est-ce que tu allais dire? Tu vas pas dire... Non, mais je veux dire que l'employeur, souvent, privilégie son cadre, qui oui, bien sûr. est un excellent cadre, qui remplit tous ses objectifs, etc. C'est ça, ta première idée de un employeur, ça va pas être de désavouer son encadrement. Quitte à ce qu'après, dans un deuxième temps, on le fasse sortir par la petite porte ou autre chose. Mais dans un premier temps, oui, la stratégie habituelle, ça va être plutôt de dire non, il n'a pas fait ça, c'est pas possible. Et en même temps, il y a des cas où pour obliger ton responsable social à faire quelque chose, il fallait qu'il y ait déjà quelque chose, tu vois, pour qu'il ait peur de se dire, mais si oui, il y a peut-être quelque chose, si on le démontre, je vais avoir une responsabilité, donc autant pas lancer l'expertise, tu vois, pour en quelque sorte se soulager de sa responsabilité. Alors, ça s'est terminé comment, cette affaire? Laquelle? Eh bien, celle de l'EHPAD. Celle de l'EHPAD, elle était licenciée, j'ai autorisé le licenciement de la dame. D'accord. Elle était représentante? Oui, c'était fait désigner représentante, non syndiquée, enfin le truc un peu, tout machin, mais elle avait manifestement, enfin, c'était une petite tortionnaire. Voilà. Elle a fait des pieds et des mains, et est allée faire
Je crois que c'est la seule affaire où j'ai tout en même temps. Un recours hiérarchique, un recours contentieux et un recours gracieux. Enfin, que c'est la seule où j'ai les trois, ils m'ont fait les trois. Bref, ça dépend. Le ministre a maintenu, le TA a maintenu. Oui. Il n'y avait pas besoin d'intervenir. Non, il n'y a pas besoin. Et mais parce qu'ils s'étaient donné la peine de faire vraiment le travail en payant. Ils avaient convoqué l'expert, ils ont écouté, voilà, carte blanche, 40 personnes, allez-y. Ah oui, c'est rare. C'est rare, oui, c'est rare, oui, c'est vrai. C'est rare. Et je me disais que, et j'étais pas le seul, quand j'en parlais aux collègues, la fin, oui, ils ont mis quand même, c'est quand même les moyens pour essayer de savoir ce qui se passait, quoi. Ouais, absolument. Bien. Tu vois, un des plus beaux que j'ai vu là-dessus, je me reviens en mémoire, de cas de harcèlement, si je puis dire, où le salarié a vraiment réussi ce qu'il fallait, parce qu'en plus, il a fait exactement tout ce que je préconisais aux gens, en général. C'est un type délégué syndical CGT, un peu esselé dans son établissement, je sais plus, Castorama, un gros Castorama, je sais pas. Et il avait un chef faillon, son chef direct, la journée, un enfoiré de première, quoi. C'était un branleur de CGTiste, va travailler, feignant, toute la journée. Il y a des fois où tu te demandes comment il a fait pour tenir quelques années, parce qu'il a tenu quelques années. Il a mis 2-3 ans, tranquillement, en douce, tu vois, à parfois enregistrer ce que disait le chef, à attendre que la collègue quitte l'entreprise pour lui faire une attestation, en disant t'as entendu ça, machin. Puis un jour, il se pointe chez moi, avec un autre collègue, il dit voilà, c'est tout ça que c'est chez les gars. C'est très bien, excellent mon gars, excellent mon gars. Vous avez un délégué du personnel qui ne sera pas vous, prenez un autre, pour que ce soit un autre. Il déclenche un droit d'alerte et puis là, vous sortez vos éléments. Alors, et s'il n'y a pas d'enquête, le conseil de prud'homme s'est dit tout de suite, mettez la musique. Après, il avait préparé son dossier en douce, voilà. Au bon moment, il a planté. Au moment de planter, il était au décor, il dit qu'est-ce que je fais? Je suis prêt, qu'est-ce que je fais? Par où je pars, tu vois. Et là, il a eu gain de cause au prud'homme, il a eu 15 000 € je crois de mémoire, de dommages et intérêts. Et ils ont fait appel à l'entreprise, puis après l'entreprise a désisté d'appel. Et le mec était encore dans la boîte quand je suis parti. Non, c'était. Mais tu vois, parce que le gars a eu la patience, parce que c'est tous les jours, se ramasser ça tous les jours. Et puis la patience et puis l'intelligence d'attendre, tu vois, de ramasser. Et quand il était prêt, de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Voilà. Et il a fait un carton, il a très bien joué. Mais il avait été formé pour. Peut-être, non? Ah non, c'était un vieux bonhomme déjà à l'époque. T'imagines un gars. 45-50 ans, donc tu vois, le vieux de la CGT, je veux dire, puis qui était esselé dans ce contexte-là. Et alors, quand il est tombé sur cet agent de maîtrise, ça a dû durer 3-4 ans, avant que le mec se dise maintenant j'ai suffisamment. Tu vois, il y a ma collègue qui est partie l'année dernière, elle m'a laissé la test, l'autre elle m'a dit maintenant j'ai assez, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, il n'est pas allé tout de suite, tu vas faire ça. Il est venu se renseigner d'abord, réfléchir à cette stratégie, tu vois, je l'ai mis en place avec lui, et il est parti. Alors là, ah non. Mais c'est exactement ça, quoi. Il fallait et avoir, je disais aux gens, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut arriver à être patient, quoi, et ramasser doucement, en douceur, pour après pouvoir avoir un dossier solide. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais lui il avait réussi. Hein. Ouais, c'est un des plus beaux cas que tu as mené en mémoire, en parlant avec toi. Ouais. Ça c'était sympa, ça souvenir sympa. Et alors les risques organisationnels, RPS, comme on dit. Ce que je t'ai dit à peu près pour tout ce qui était les harcèlements, les discriminations au sens large du terme, est valable pour les RPS en fait. C'est valable pour les RPS. C'est la même difficulté à faire les preuves. En plus, les RPS c'était plus quelque chose où on avait une facilité peut-être un peu plus pour travailler parce qu'on n'était plus forcément dans l'optique individuelle du harcèlement. Souvent le harcèlement se présentait par ça, je suis harcelé, tout le monde. Alors que les RPS, tu peux avoir toute une catégorie de personnel qui ont bouffé, quoi, avec ça, tout le monde. Et donc c'était un petit peu moins compliqué à travailler, on n'avait plus le problème de l'anonymat, forcément, comme tu pouvais l'avoir dans les histoires de harcèlement, parce qu'une personne dit que, attention, hein, la plainte à l'employeur, attention, surtout pas. Il fallait donc être très très imaginatif sur les harcèlements au sens individuel du terme, parce qu'il y avait tout ça derrière, alors que les RPS en général, c'est une catégorie de personnes, toute une entreprise, tout un groupe, tu pouvais rentrer là-dedans, même si tu avais une plainte, tu vois, sans montrer que tu avais appelé, que machin, etc. Mais les résultats étaient les mêmes, et là c'était pour moi essentiellement les aides ou le support au CHSCT qui était intéressant.
Moi, que ce que je pouvais faire, moi, tu sais, aller contrôler que le chef ou que l'organisation du travail en tant que telle était pathogène. Quoi, enfin, tu vois. Et là, les CHSCT avaient été les meilleurs. Enfin, et on le voyait, même à l'extérieur, on voyait passer des arrêts de cours de classe. Le CHSCT a créé l'entreprise pour montrer l'organisation du travail qui était créer des difficultés hein, et rendait les gens malades parfois. Ouais. Bon, tu parles des CHSCT, et donc de notre présence dans les CHS. Oui. Oui. C'est plutôt une bonne idée, notre présence dans les CHS. Oui, au moment du CHS et ailleurs. Je veux dire par là que moi j'arrivais souvent en 12 parce que c'était le secrétaire du CHSCT ou quelqu'un du CHSCT qui travaillait avec, qui était venu me voir en douce. Et on mettait au point le numéro, tu vois, pour le jour où machin. Mais, et ça, c'était les CHS que je fais. Il y avait les CHSCT débutants, pas bons, machin. J'y allais régulièrement, là, tu vois, pour les mettre en route. Mais autrement, je ne faisais pas au hasard. Moi, Et les autres CHSCT, c'était ça. C'était parce qu'on avait une circonstance, un dossier, quelque chose. Paf, on commence à collaborer. Et moi, je disais souvent aux gens, dire, on se vend en douce, on se met au point, et après, parce que plutôt que vous fassiez un truc, après, hein, ou que justement, on allait trop vite, et que le dossier se sache, qu'on prenne des mesures pour dire, pour faire en douce. Bon. Et donc, tout ça, c'était aussi, quand tu arrivais à avoir des contacts, à les créer, tu sais, c'est un métier aussi où ça jouait beaucoup, que tu as le temps et les occasions de voir les gens, discuter avec eux, bon, et tu crées un peu la clientèle qui fait que les gens vont penser à toi, dire tiens on va poser la question. Donc ça veut dire il fallait être sur le secteur depuis quelques temps. Moi j'étais très longtemps sur le secteur et pour ça. Donc je finissais par connaître très bien les gens, et savoir avec qui je pouvais bosser, quelqu'un qui me posait une question sérieuse, quelqu'un qui pouvait dire on va faire ça en douce. Ouais. Et ça, c'est, enfin, dans les histoires comme ça qui mêlent l'humain directement, comme les histoires de RPS, de risques psychosociaux, c'était toujours le plus intéressant d'avoir quelque chose en entreprise, parce que c'est des choses qu'il fallait sentir, qu'il fallait voir, tu ne pouvais pas arriver sur le constat instantané et dire « Ah là, il y a un problème ». C'est-à-dire, on n'est pas devant la machine, là, tu vois, il y a un problème. Tu vois. Mais tu t'es retrouvé quand même avec des CHS complaisants vis-à-vis de l'employeur ou des... C'est arrivé aussi, bien sûr. Oui. C'est arrivé aussi, bien sûr. Oui. C'est pas en lien forcément avec les risques psychosociaux, c'est avec le fonctionnement du CHSCT en général. Je ne sais pas si je t'ai raconté, un de mes premiers CHSCT, lorsque j'étais jeune inspecteur en la Marne, j'arrive là-bas, je crois que je te l'ai raconté, mais peu importe. J'arrive là-bas et puis l'inspectrice à laquelle je succédais me dit j'ai telle entreprise, alors c'était à 70 km du siège, alors évidemment, il fallait aussi avoir envie d'y aller. Ils font des CHSCT le vendredi matin à 7h30. Ah, pas de chance, c'est mon jour de permanence, j'aime plus y aller. Et donc, au bout de quelques mois, je commençais sur cette boîte-là, sur ça. Je commençais à me dire, je recevais des CHSCT 7h30 du matin le vendredi. Et je me dis, c'est pas possible que ce type-là, parce que l'employeur savait que l'entreprise, c'était le vendredi matin sa permanence. Et je dis, c'est pas possible qu'il fasse exprès de coller son CHSCT tous les trimestres, un vendredi matin, mais jamais. Et puis, je me dis, on sait jamais. Et puis j'ai eu l'occasion, je me suis occupé à un moment des apprentis en boulangerie pour le travail de nuit. Et donc je faisais des tournées en campagne, et je faisais des tournées circonsites dans le champ géographique pour ne pas avoir trop de kilomètres à faire et pouvoir aller vite d'une boulangerie. Et une nuit, je décide d'aller faire les boulangeries du coin où était cette usine. Et c'était un vendredi. Je me dis, écoute, je ne vais pas m'arrêter là. Dès que j'ai fini les éventuelles infractions sur le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans, c'était à 6h du matin. À 6h du matin, c'était fini. Hein. Donc je me dis, quand j'ai fini à 6h30 du matin, j'ai fait mes 40 km, je me pointe à l'usine, et puis à 7h30 du matin, je viens faire mon CHSCT. Et j'arrive même devant l'usine un peu même avant 7h30. J'ai patienté dans un coin, quasiment dans un champ, que ce soit l'heure et tout. Et puis je dis, je vais y aller à 8h moins 20. Et je me souviens toujours, je rentre dans l'usine à 8h moins 20. Et la dame qui est à l'accueil, je lui dis, le CHSCT, c'est où madame? Elle me dit, c'est là-bas, là, tout. Je vais pour aller vers là-bas, c'était à 10 mètres devant moi. Et à ce moment-là, tu as les personnes qui sortaient de la salle. Et en fait, c'était le CHSCT qui venait de s'être réuni, c'était 8h moins 20. Donc la réunion est terminée. Et donc, je te rapporte après ce que j'ai pu deviner après, c'est qu'en fait, il faisait exprès
de convoquer le CHSCT à l'heure de prise de service à l'usine, c'était 7h30, tu vois, le vendredi matin. Ils pensaient qu'un spécialiste ne reviendrait jamais, parce que c'était le vendredi, et puis il était à 70 km, et si tu veux, une fois qu'il s'était assuré qu'elle ne viendrait pas, il partait, il quittait l'entreprise. Voilà. Le CHSCT de complaisance, comme tu dis. Je n'ai pas trouvé de plus beau de ma vie d'inspecteur. Alors ce jour-là, quand je les ai vus sortir, je dis, ben non, c'est inspecteur du travail, je suis désolé, je suis en retard. On est vraiment rentré dans la salle, il était donc 8h moins 20, 8h moins le quart, et ça s'est terminé vers 13h. Ça fait le tour de la boîte, j'ai fait exprès pendant l'instant. Mais c'était vrai, tu vois, donc c'était bon, voilà, c'est de la complaisance pour eux, ça permettait de montrer qu'on respectait la loi. Et oui, ça existe, je suis d'accord avec toi. Mais donc ça veut dire que les élus étaient... oui, bien sûr, il y a de connivence aussi, oui. Ou qu'il n'y en avait pas un qui avait pu être assez courageux pour me passer un coup de téléphone le soir en me disant, monsieur, ça se passe comme ça. Oui, j'en avais, à l'époque, là-bas c'était vraiment la campagne, quoi, la Cambrousse, hein. Donc c'est vrai que c'était rare, les types étaient isolés. Hein. J'en avais un qui était un très brave type, un métallurgiste. Et lui il l'appelait le soir, tu vois, le soir, je dis soir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc j'appelais les gens quand ils étaient chez eux le soir. Je l'appelais. Et il me disait, non, il se passe ça, machin, ou demain, il va y avoir des tracts qui vont distribuer, attention. Mais les autres gens n'avaient pas eu le réflexe de temps en temps d'appeler, de dire, il y a tel problème chez nous, machin. Et s'ils l'ont pas fait, c'est parce que oui, c'était une certaine connivence avec l'entreprise. Mais c'est vrai que c'était un peu le désert des Tartares là-bas, tu sais, bon, l'usine à la campagne, tu vois, t'attendais, tu regardais devant toi et puis il n'y avait rien qui se passait. Oui, puis le CHS c'était quand même nouveau, parce que le CHS d'avant 81, c'était une commission du CE, et ça n'a jamais marché. Non, moi j'ai quasiment une vie d'inspecteur corrélée avec l'existence des CHSCT. Moi j'ai commencé donc en 86, hein, donc 82, 83, et 2017. Donc tu vois, donc c'est l'institution que j'ai vue. Il y a des choses comme ça, pas 50 000, mais il y a 2-3 qui sont restés comme ça, en disant, voilà, ça j'ai vu telle évolution et je l'ai bien vu. Tu vois, c'est que je l'ai vu naître, j'ai vu ça progresser avec ses défauts, hein, ses qualités. Je viens de te dire qu'il y a des CHSCT qui valaient rien. Mais il savait, ça progressait. Et arriver quasiment à ces années 2010, avec des CHSCT puissants dans les boîtes importantes, mais qui arrivaient, si tu veux, à faire plier la boîte, à lui coller des procès sympathiques et tout. Tu vois. Un peu comme, je suis dans le bâtiment, j'ai vu les nacelles, les plateformes élévatrices de personnes. Ça, le progrès, quasiment le seul, non, il y a rien d'autre, mais le progrès remarquable de la période de j'étais inspecteur. Tu vois, quand j'ai commencé, ça existait pas. On construisait un entrepôt, tu avais les types sur les pannes en train de construire un califourchon là-dessus. Maintenant, n'importe où, tu as ta plateforme élévatrice, et voilà. Ça, c'est des progrès. Tu vois. Et le CHSCT, c'est ça, c'était quelque chose qui avait progressé énormément, moi, je trouvais, qui devenait quelque chose d'intéressant, même comme arbre, comme outil, hein, pour dire les choses, pour les dévoiler même. Hein. C'est pour cette cassation, c'est aussi une vertu de révélation, tu vois, de ce qui se passe. Et maintenant, c'est fini. Ouais. Oui. Ouais. Alors j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps d'un membre du cabinet de El Khomri, où il dit ça n'a jamais été chez El Khomri que ça a été décidé, ça a été décidé chez Valls. C'était le Premier ministre. Et donc c'était imposé, alors je ne sais plus par qui, mais par un mec qui venait du patronat et qui était le bras droit de Valls. Quoi. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai. Enfin, moi je voyais ça, c'était devenu un outil très intéressant dans les mains des représentants du personnel. Oui. Très très intéressant. Oui. Ils avaient appris à le manier, pour ceux qui avaient un peu les moyens, mais ils avaient appris à s'en servir et ça devenait quelque chose de vraiment intéressant à ce point-là. Donc c'est pas étonnant que certains aient perçu une menace en face parce que c'était l'endroit où on pouvait commencer à toucher peut-être de l'organisation du travail, justement, des choses comme ça. Voilà, absolument. Oui. Alors ils avaient commencé dans les petits CS, ils avaient regroupé en 93 sous Balladur, ils avaient regroupé comité d'entreprise et DP, dans les moins de 200. Après Repsamen, dans les moins de 300, en y rajoutant les CHS. Ouais. Et dernier truc, 17, l'ordre de 17 pour toutes les boîtes. Quoi. Maintenant c'est une commission, c'est devenu une commission, tu sais, ce que votre face c'est une commission, tu sais, du CE, ça c'est un retourné. Mais parce que, je pense que si quelqu'un a souhaité et a pris apparemment les dispositions pour arrêter ça, c'est parce que c'était vraiment un outil intéressant. Et peut-être dangereux de ce point de vue-là. Oui. Pour ceux qui se sentaient devant, J'imagine quand même que
Je pense qu'il y aurait pas eu, enfin il y aurait eu la structuration actuelle. Je pense que le procès France Télécom n'aurait pas eu lieu, quoi. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il y a toute la faculté, parce que maintenant, tu sais, certes, c'est les mêmes qui font les comités d'entreprise et CHS, Ouais. mais en même temps, ils ont élargi les périmètres des CHS. Oui. Hein, imagine-toi, par exemple, Oui. à la SNCF, il y avait 600 CHS. Et il n'y en a plus que 36. Oui. Donc tu fais plus d'enquête accident du travail. Donc oui, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est devenu trop important. Et parallèlement, les accidents du travail mortels réaugmentent. Oui. Alors on attend encore 2-3 ans pour voir si c'est significatif si ou c'est pas. vraiment Oui, significatif. Mais Ouais. depuis 2017, si tu veux, à part la période du Covid, c'est reparti, on est remonté de 500 à 700, quoi. Mhm. Enfin 550, 700. Oui, oui, oui. On est en très sensible, c'est clair. Hein. Tout c'est tiré. De voir si ça se maintient comme ça au bas, c'est mal parti. Oui. Bien. Alors, les enquêtes accidents du travail, tu as dû en faire. Oui, malheureusement, les pauvres gens qui étaient pris par ça. Les enquêtes accidents du travail, c'est généralement, je pense que les inspecteurs qui ont quasiment tous eu un moment ou un autre à faire l'exercice,